Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo update lecture. Oui, je sais, ça fait méga longtemps que j'en ai pas proposé. Et du coup je vais vous parler de deux lectures que j'ai fait pendant le mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant le mois de décembre, j'avais énormément envie de lire de la non-fiction. Donc là, je vais vous parler de deux lectures qui sont des témoignages, et le troisième livre que j'avais lu pendant le mois de décembre, c'était Beauté fatale, et j'en ai largement parlé déjà dans ma vidéo sur le 8 mars, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de En retrait du monde, je suis un hikikomori de Andreas Saada et Sophie Vuto, publié aux éditions Pygmalion. Et ensuite, je vous parlerai de Pour que je sois la dernière de Nadia Morad, publié aux éditions Fayard. En retrait du monde va donc parler d'un hikikomori. C'est un terme utilisé au Japon qui désigne les personnes qui ont une espèce de phobie sociale qui fait qu'ils ne sortent plus de chez eux, c'est-à-dire que même pour faire les courses, ils préfèrent appeler quelqu'un pour faire une livraison plutôt que d'aller au supermarché du coin. Et puisque le livre utilise le terme de hikikomori, j'étais persuadée que j'allais lire un livre sur un hikikomori japonais. Donc pour voir un peu comment ça se passe pour eux du coup au Japon, comment ils arrivent à survivre, puisque ils ont une phobie sociale qui les empêche de sortir de chez eux. Quelle ne fut pas ma surprise du coup de découvrir pendant ma lecture que Andreas du coup n'est pas un japonais mais bien un français qui vit à Paris, et on suit en fait tout son parcours pour découvrir comment est-ce qu'il est arrivé à devenir un hikikomori. Et j'ai trouvé ce livre du coup très intéressant puisque ça montre en fait toute la complexité sociale qui existe même en France, toute la pression sociale qu'on subit pour absolument connaître dès notre plus jeune âge ce qu'on veut faire plus tard, alors qu'il y a moult possibilités qui existent et on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Il y a certaines personnes en tout cas qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent faire, et Andreas fait partie de cette catégorie de personnes qui a mis énormément de temps à savoir ce qu'il voulait faire, et puis il s'est laissé enliser par ses crises d'angoisse, il s'est laissé prendre par ses crises et par sa phobie sociale, et du coup il vit au crochet de sa mère. En tout cas dans le livre, je sais pas si sa situation a évolué depuis, mais il vit au crochet de sa mère dans sa chambre, il ne sort plus de chez lui, même pour aller voir des amis, la plupart du temps c'est les amis qui viennent chez lui, et encore les rares amis qu'il a encore viennent le voir, mais la plupart du temps il passe une grande partie de son temps sur internet. Je tiens à préciser que ce n'est pas parce que Andreas passe ses journées sur internet que c'est un no-life ou que c'est un geek qui a décidé de passer sa vie sur l'ordinateur. Non, on voit vraiment le processus de ses crises d'angoisse et le processus de sa phobie sociale qui s'installe au fur et à mesure. Et du coup, il ne faut absolument pas mettre en évidence le fait que c'est à cause des jeux vidéo, c'est à cause d'internet. Non, c'est vraiment qu'il a une phobie sociale, et du coup, il utilise internet pour pour rester connecté à l'actualité. Ce n'est pas un garçon bête, c'est un garçon qui se cultive et qui est intéressé par l'actualité du monde, mais c'est juste qu'il n'arrive plus à sortir de chez lui. Il fait des crises d'angoisse à chaque fois qu'il essaye de sortir de chez lui, et du coup, pendant 2 ans, il a vécu chez sa mère. C'est en tout cas ce que raconte ce livre. Comme dit, je ne me suis pas renseignée pour savoir ce qu'il est devenu. D'ailleurs, les quelques informations que j'ai réussi à avoir au moment où j'ai terminé le livre, c'était principalement pour faire la promo de son livre. Et du coup, Sophie Vuto est une personne du coup qui a écrit aussi le livre, qui l'a aidé à écrire ce livre. Et du coup, ils se sont rencontrés via des connaissances communes, et au début, Andreas et elle échangeaient par internet. Ils échangeaient par mail puisque, Andreas étant incapable de sortir de chez lui, il me semble qu'à un moment donné dans le livre, il est précisé qu'elle réussit à le faire sortir de chez lui, qu'elle réussit à le faire sortir de chez lui. C'est un peu comme si elle le forçait, mais c'était vraiment pas dans ses intentions de le forcer. C'était vraiment une envie qu'il avait de la rencontrer en vrai, et du coup, ils ont réussi à écrire le livre qui est vraiment très intéressant. Du coup, si vous êtes intéressé par les difficultés que peuvent rencontrer certains jeunes, puisqu'en plus Andreas, comme à peu près tous les hikikomori, est assez jeune, il me semble qu'il a à peu près mon âge, donc 25 ans, quelque chose comme ça. Si vous voulez voir un peu les difficultés qu'ont les jeunes à s'identifier, qui ont des difficultés à savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie, j'ai trouvé vraiment ce témoignage très intéressant, et ça montre un petit peu les dessous en fait de notre société, à côté des gens qui savent absolument ce qu'ils veulent faire et qui réussissent. Et il y a beaucoup d'Andreas du coup qui sont très angoissés par le futur et par l'avenir, qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui sont en souffrance du coup. Et le deuxième livre, je ne peux décemment pas dire que je l'ai aimé. Vraiment, je ne peux pas l'exprimer ainsi. Je ne sais pas quel terme utiliser pour parler de cette lecture, mais pour que je sois la dernière, ça a été une claque. Voilà, ça a été une énorme claque.
Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Nadia Mourad est une Irakienne qui a toujours vécu dans son petit village en Irak. Et jusqu'en 2014, elle a vécu avec sa famille, dont ses nombreux frères et sœurs. Et elle ne demandait que ça. Elle ne demandait qu'à vivre avec les membres de sa famille jusqu'à la fin de ses jours, avec peut-être une petite ambition de devenir coiffeuse ou esthéticienne, enfin en tout cas de s'occuper de la beauté des femmes, puisqu'elle est très fascinée. Elle était fascinée par la beauté des femmes et elle avait même un cahier à l'époque avec des mariés, la plupart du temps, avec des coiffures de mariés. Et en fait, en 2014, il y a un drame qui s'est déroulé dans son village, c'est-à-dire que Daesh a envahi son village. Ils ont tué la majorité des hommes, voire presque tous les hommes du village, ils les ont tous fusillés et ils ont pris toutes les femmes, que ce soit les enfants ou les préados ou les vieilles dames, et ils les ont emmenées pour qu'elles deviennent des otages et des esclaves sexuels, surtout pour les soldats de Daesh. En sachant que si les filles étaient trop jeunes, elles étaient gardées avec une référence féminine adulte pour mettre un petit peu de moralité dans leurs actes. Et Nadia, du coup, a fait partie de ces esclaves sexuels. Pendant plusieurs semaines, elle a subi des sévices psychologiques, elle a subi des sévices physiques, elle a été battue, elle a été violée. On utilisait son corps comme des charges, en fait, pour les soldats. Et elles n'étaient vendues que comme du bétail, c'est-à-dire que toutes les femmes étaient rassemblées dans un bâtiment et chaque soldat venait choisir celle qu'il voulait. Il se mariait avec elle pour montrer que voilà, c'était une alliance morale, mais par après c'était des coups, c'était des viols et c'était l'enfer. Voilà, c'était l'enfer. Nadia, du coup, a réussi à s'enfuir, elle a réussi à se sortir de cette situation et à livrer ce témoignage pour montrer toute l'atrocité de ce que peut faire subir Daesh, que ce soit par les médias, donc avec les attentats, etc., ou dans le secret, puisque moi je ne savais pas que les femmes étaient traitées de la sorte. Je savais qu'il y avait des femmes évidemment soumises aux soldats de Daesh, mais je ne savais pas qu'il allait carrément dans les villages pour en récupérer et par après juste s'en servir comme des fouloirs. Et ça a été une lecture assez dure, ça a été une lecture qui m'a vraiment prise aux tripes, mais ça a été une lecture où quand j'ai commencé, je me suis dit je ne peux pas l'arrêter parce que c'est un témoignage important et je ne peux faire que le rapprochement avec la citation, la fameuse citation de Simone de Beauvoir, comme quoi il faut toujours qu'on lutte pour nos droits, il faut toujours qu'on se dise que nos droits ne sont pas acquis puisqu'il suffit d'une bande de fous, il suffit d'une crise économique, il suffit d'une crise politique pour que nos droits soient remis en cause. Et c'est très important de lire ce genre de sujet. J'ai eu un sentiment de proximité aussi avec cette jeune femme, avec Nadia Mourad, puisque elle a mon âge. Voilà, elle est née en 1993 et c'est peut-être qu'un détail, mais je me suis dit, mais ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi si je n'étais pas née en France, ça aurait pu être moi si j'étais née dans un autre pays, ça pourrait être n'importe laquelle d'entre nous, et c'est n'importe laquelle d'entre nous malheureusement, qui subit ce genre de sévices, que ce soit dans le monde ou que ce soit en France. Il y a encore énormément de choses à faire, et ce témoignage est vraiment poignant. Comme dit, je ne peux pas dire que j'ai aimé cette lecture parce que éthiquement et moralement, je ne peux pas dire que j'ai aimé cette lecture. Mais ça a été une énorme claque et c'est le genre de lecture que j'invite vraiment les gens à réaliser. J'invite vraiment les gens à lire ce genre de livre parce que ça montre que l'atrocité de ce monde et que le droit des femmes, il faut toujours qu'on lutte pour parce que il suffit d'un petit rien pour que ça bascule. Ce que j'ai aimé aussi dans ce témoignage, c'est que Nadia Mourad ne fait pas que raconter ce qui lui est arrivé quand elle était prisonnière de Daesh, elle raconte aussi son avant. En fait, ce livre est séparé en 3 parties. La partie avant l'invasion de Daesh, la partie pendant qu'elle était soumise aux soldats de Daesh, et l'après quand elle a réussi à s'enfuir. Je pense que dans la première partie, il y a une grosse partie d'hommage
hommage à sa famille, hommage aux villageois, aux autres habitants de ce village qui n'ont peut-être pas survécu à l'attaque de Daesh. Et j'ai trouvé ça vraiment important puisque on ne la voit pas que comme on ne la voit pas que comme une victime, on la voit comme une personne qui a vécu, qui était peut-être un peu naïve quand elle était plus jeune, qui est ressortie grandie en fait de cette expérience et qui fait tout en fait pour que les crimes de Daesh soient reconnus et que les femmes qui ont subi ces sévices obtiennent justice, que ce soit elles ou que ce soit les autres. Je trouve vraiment important de lire ce genre de livre, rien que pour se rendre compte de ce qui se passe et pour l'hommage en fait que Nadia fait à toutes les personnes qui ne sont pas sorties vivantes de ce conflit. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, je ne trouve plus mes mots actuellement, parce que ça a vraiment été une lecture qui m'a énormément touchée et je vous invite vraiment à la faire. Je vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est très important de se rendre compte de ce qui se passe. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous êtes des lecteurs de non-fiction, si vous avez lu un de ces livres et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je suis pas une très grosse lectrice de non-fiction, mais de temps en temps ça fait du bien de lire des témoignages tout simplement, de lire des personnes qui racontent leur histoire, ce qu'ils ont pu subir, ce qu'ils ont pu vivre. Et je trouve ça important parfois de se remettre un peu dans l'actualité, de se remettre un petit peu dans la réalité des choses. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.